Bien, Monsieur Cavada, merci d'être venu à Nice à la rencontre de ces jeunes que vous avez visiblement passionnés par vos interventions brillantes. J'aimerais quand même vous poser une question puisque on n'a pas eu l'occasion de l'aborder dans le débat. Le budget européen, la proposition de la Commission est sur la table. Les autres institutions européennes vont devoir se prononcer là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, c'est un long débat, comme vous savez. Le budget européen est un budget qui, pour beaucoup de chapitres, est en restriction à la baisse et pour quelques autres, en augmentation. Parmi les quelques autres, j'ai plaisir à signaler que le budget d'Erasmus a fait un bond en avant très important et que c'est très important qu'on ait eu la sagesse de prendre cette décision parce qu'il faut faire rentrer les avantages, les inconvénients, mais l'histoire de l'Europe dans le cerveau des jeunes gens. Ils seront citoyens européens. Il faut qu'ils sachent de quoi on parle et pour qu'ils ne soient pas livrés aux braillards de services qu'on entend un petit peu partout et qui sont des destructeurs de l'Europe afin de se faire eux-mêmes une place dans la politique française. Pour ne parler que de la France, mais je pourrais dire la même chose en Italie, en Allemagne et dans bien d'autres pays. Ce budget en question, il sera probablement adopté à quelques nuances près, tel qu'il est présenté sur bien des chapitres, mais je voudrais soulever une question importante. Nous sommes en fin de mandature. Pour ce qui me concerne, c'est la troisième. Et nous allons voter des prévisions budgétaires pour les années qui viennent, pour presque une dizaine d'années. Enfin. Et ça me gêne que nous soyons, nous, en train d'imposer à la future législature les budgets dont qu'ils auront à utiliser ou qu'ils auront à subir. J'aimerais mieux qu'ils soient révisés dès le départ de la prochaine législature, comme certains pays, la France notamment, fait ce qu'on appelle un correctif budgétaire, et de façon à ce que les priorités politiques soient assorties de moyens financiers. Justement, ça me permet d'enchaîner sur ma deuxième question. L'année prochaine, au mois de mai, il y aura des élections européenne pour élire nos représentants au Parlement européen. Quel est votre sentiment là-dessus? Parce que de plus en plus on entend parler de montée d'europhobie, nationalisme, etc. J'aimerais vous entendre là-dessus. Incontestablement, le paysage politique européen s'est hélas alourdi de partis anti-européens. On a des sueurs de jeunes filles sur ce sujet. On dit les eurosceptiques. Non, ils ne sont pas sceptiques. Ils sont anti-européens. Ils sont d'ailleurs europhobes. Et ils ont d'ailleurs des phobies sur tout ce qui n'est pas la bonne vieille race blanche, chrétienne et catholique, etc. Le monde moderne n'est plus fait comme ça. Pour autant, ce n'est pas une raison pour sacrifier et jeter. Ce n'est pas une raison pour faire des autodafés de démocratie, si je puis reprendre une expression qui a connu sa dernière flambée dans les années du nazisme sur l'Europe. Alors, ce sera une très grosse bataille, et cette bataille, elle nécessite d'être loyale avec les électeurs. L'Europe a incontestablement amené, premièrement, la paix. Qui s'en soucie? Moi, je vais vous dire que les Croates, je vais vous dire que les Serbes, si un jour ils rentrent, je vais vous dire que les Slovènes, eux, ils savent ce que c'est que la guerre, parce qu'il y a à peine 20 ans, il y a eu des charniers chez eux. Et donc, ça n'est pas une valeur couleur sépia pour les photos des arrière-arrière-grands-parents dont les jeunes gens ou les adultes actuels devraient se moquer. Non, la paix, c'est une liberté toujours mise en balance. D'autre part, il y a quelques grandes puissances, la Russie pour ne pas la nommer, qui ne voient pas d'un très bon œil la constitution d'une puissance politique et économique à ses portes et qui verrait d'un bon œil que les gens d'extrême droite fractionnent l'Europe, la fassent s'écrouler. Au moins, ils se sentiraient plus à l'aise. Alors, cette bataille va être importante et il va falloir affirmer les bénéfices que l'Europe a apportés, mais aussi avoir la loyauté de dire ce qui ne peut plus aller, ce qui ne peut pas durer, ce qui doit changer en Europe. Et c'est la raison pour laquelle toutes les réunions que je fais, ça s'appelle « Changer l'Europe ». Que voulez-vous faire pour changer? Qu'est-ce qu'il faut changer? L'Europe s'occupe de trop de choses dans le détail, mais elle est impuissante sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le régalien. Dans le monde moderne, violent économiquement, violent un peu socialement, violent du point de vue de la géopolitique et du terrorisme, violent intellectuellement avec, je dirais, tous les négationnismes qui refont surface, eh bien, il faut se donner les moyens de faire comprendre aux gens ce qui est vrai de ce qui est faux. Dans ce qui est vrai,
sur les critiques que l'on fait à l'Europe, il y a le fait que nous n'avons pas réglé les questions essentielles. Le traité actuel ne permet pas d'avoir l'unanimité sur le régalien, sur la défense européenne, sur la fermeture des frontières, sur la liberté de circulation totale, sur la politique économique, sur la politique financière et sur le changement climatique, etc. Alors, il faut qu'il y ait un cercle régalien qui se mette d'accord pour avoir un gouvernement politique de ces questions et que ceux qui veulent faire cette chose parmi les pays le fassent. Ceux qui n'en veulent pas restent dans l'Union, mais ils en restent avec les avantages et les inconvénients actuels. Mais nous devons faire un pas en avant, et c'est ça que les gens veulent. Ils veulent qu'on les protège, ils veulent que ça progresse, ils veulent qu'on défende les emplois, ils veulent qu'on défende les territoires, ils veulent qu'on fasse monter les protections sociales insuffisantes dans beaucoup de pays, etc. Eh bien, il faut s'y atteler. C'est ça la politique et sa grandeur. Donc, si je comprends bien, en mai 2019, il faudra aller tous aux urnes pour mettre son bulletin de vote dans l'urne et permettre à l'Europe de finir sa construction. Personne en France, pour ne parler que de notre pays, ne supporterait qu'on ne se plie pas aux visites médicales pour voir si on a la tuberculose, comme les enfants de ma génération l'ont eu, et de la vôtre sans doute aussi, pour voir si on est en bonne santé, donc pour faire une sorte de médecine préventive. Eh bien, moi, je dis que le fait d'aller aux urnes est une obligation. Je serais même partisan que le vote soit obligatoire avec pénalité financière, comme c'est le cas en Belgique. Parce qu'on n'a pas le droit, avec les dizaines de millions de morts que nous avons produits en Europe au XXe siècle, de négliger sa part de responsabilité publique, les individus les uns les autres, en allant voter. Si on ne va pas voter, on a juste le droit de se taire. Si on va voter, on a le droit de choisir. Et là, c'est tout à fait autre chose. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, ne vous laissez pas embarquer par les passions. Voyez le vrai du faux, triez-le vous-même. Moi, ça m'est égal qu'on vote droite, centre, gauche, c'est pas mon affaire. Enfin, j'ai des préférences. Je suis un homme du centre-gauche, c'est vrai. Mais bon, les gens du centre-droit, je m'entends très bien avec eux. Les hommes de la droite républicaine, très bien. Les hommes de la gauche républicaine, très bien. Et par conséquent, participez. Il n'y aura pas d'avancée de l'Europe. Et par conséquent, il y aura un affaiblissement de nos propres pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, si il n'y a pas une poussée populaire aux urnes qui réclame une prise en main. Faites ce que je vous demande, protégez-nous, voyez. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Bien, merci M. Cavada de ces quelques mots, de ce dynamisme qui est le vôtre. Et nous espérons vous revoir bientôt sur la région. Avec plaisir et je vous remercie.